Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme à l'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que les choses avancent pour vous de votre côté. Comme d'habitude, les semaines passent et se ressemblent. On va commencer tout de suite par l'actualité perso, il n'y en a quasiment pas. J'attends l'édition des offres de prêt qui devrait pas tarder là, je pense. Peut-être demain ou après-demain. Et puis voilà, j'ai enfin eu comment dire, l'agent immobilier qui s'occupe du logement que je vous parlais depuis tant de semaines. La dame est en arrêt, la tutelle s'est mise en arrêt, etc., etc. Donc bref, je vais laisser couler, je lui ai dit de me recontacter une fois qu'elle aurait toutes les informations que j'ai demandées. Et j'en profite pour vous donner un petit tips. Donc c'est une vente sous tutelle, d'une personne sous tutelle. Vous pouvez demander le prix de réserve. Le prix de réserve, c'est quoi? Par exemple, là, je vous dis, je vous donne le chiffre. Le bien en question est en vente à 56 ou 57 000. J'ai demandé juste le prix de réserve et ça, j'ai eu l'information en fait en appelant directement la tutelle. Donc, j'ai eu une collègue à la femme qui s'occupe du dossier et elle m'a donné plein d'informations. Et en gros, elle me disait que on pouvait demander le prix de réserve. En fait, c'est le prix qui est fixé par le juge et sous lequel, en fait, à partir de cette offre au prix, la vente est officielle. La vente est quasi parfaite, mais si le prix de réserve est encore un peu haut, on peut faire une offre plus bas. Et en fait, il y aura juste une ordonnance qui sera faite. Donc après, c'est des délais supplémentaires. C'est des délais c'est un dossier qui va repartir au juge pour être revoté ou je ne sais pas comment il procède. Mais voilà, petite information de la semaine. Prix de réserve si tu achètes sous une tutelle. On va passer directement à l'actualité immobilière de la semaine. La mairie de Paris vend 9 logements à moins de 5 000 euros le mètre carré. Les amis foncés. Dans le 18e, 9 logements de 63 mètres carrés à 85 mètres carrés seront mis en vente dès 2023. 4 700 euros le mètre carré, soit 2 fois moins cher que le prix actuel du marché. Alors bien sûr, il y a des conditions. Pour candidater, si vous êtes intéressé, vous devez respecter 2 critères. Faire de ce logement en faire votre résidence principale. Ça coulait de source, c'était sûr et certain. Et deuxièmement, respecter un plafond de ressources. C'est pareil, ça coulait de source. Encadrement des loyers. À Paris, 35% des annonces dépassent le plafond. Il faut savoir que l'encadrement des loyers, c'est pas vraiment gravé dans le marbre. En fait, on peut dépasser ce plafond de loyer. C'est autorisé par la loi. Et en fait, si le complément est écrit noir sur blanc sur un bail et que c'est justifié, eh ben, c'est bon. C'est bon. Sauf que le problème, c'est que dans les 35% des annonces qui dépassent ce plafond, la quasi-totalité des annonces en fait sont non conformes. Donc c'est-à-dire que c'est des gens, dans les 35%, des gens qui louent plus cher que l'encadrement des loyers, sans justification aucune. Assurance emprunteur, cette fois-ci, on a quasiment le feu vert du Sénat, quasiment, ça doit être encore voté, mais pour le moment, les députés ont donné leur feu vert pour la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. C'est l'Assemblée nationale donc qui a adopté à la quasi-unanimité la proposition de loi qui devrait permettre aux emprunteurs de résilier leur assurance à tout moment sans frais.
Donc on a déjà, je vous ai dit, hein, le feu vert de l'Assemblée nationale et on attend que le Sénat s'en charge. Ensuite, celle-là je vais la garder pour la fin parce qu'elle est elle est quand même extra. Le viager, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous ai parlé d'un viager souscrit par le médecin d'une femme qui était décédée quelques jours plus tard. Il faut savoir que ça a été annulé, cette vente en viager a été définitivement annulée par la justice. Alors je vous rappelle un peu les faits, hein, on était sur la vente d'un appartement en bord de mer dans une station vendéenne. Ça avait été conclu en 2017 par une nonagénaire qui était malade et son médecin. Le malin, il avait signé et 6 jours plus tard, la pauvre dame était décédée. Donc c'était une vente en viager qui avait été conclue avec son médecin pour la somme de 208 000 euros, assortie d'une rente mensuelle de 3 000 euros. Mais aucune rente ne sera jamais versée par le médecin, et pour cause, seulement 6 jours après la transaction. Cette dame est décédée. Et il faut savoir que l'appartement en question vaudrait entre 500 et 600 000 euros. Donc, comment s'en est-on retrouvé en justice, etc. Eh ben, c'est tout simple. En fait, lorsque le fils découvre l'affaire chez le notaire, à partir de là, il s'empresse d'engager une procédure en justice. Il faut savoir qu'il perd en première instance à Saint-Nazaire, mais par contre, il fait appel et gagne à Rennes. Et c'est le pourvoi de l'acheteur en cour de cassation donc la cour de cassation a cassé et annulé le pourvoi de ce médecin. Et ça a été donné, donc la décision est favorable au fils. En gros, le viager n'était valide que s'il existe un aléa sur la durée de vie du vendeur. Or, la nonagénaire malade du pancréas était condamnée à une brève échéance. Il faut savoir par contre que c'est donc, en gros, c'est cet argument-là qui a aussi pesé dans la balance. Mais par contre, donc ça c'est en appel. Par contre, en cassation, c'est totalement un autre argument qui a été retenu. En effet, le code civil stipule que si un vendeur vient de mourir dans les 20 jours d'une vente en viager, qu'il meurt d'une maladie qu'il avait déjà avant de signer, alors la vente est nulle. Donc ça pouvait être un très 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 bon coup pour ce médecin futé qui a acheté 208 000 euros un appartement qui en vaudrait 500 à 600 000. Malheureusement, c'est caduc. Dans la suite de l'actualité IMO, on a une grande nouvelle. Enfin, les permis de construire pourront bientôt être déposés en ligne à partir du 1er janvier 2022. La dématérialisation des permis de construire et des demandes d'autorisation d'urbanisme vont être simplifiées. On va simplifier les démarches de nombreux propriétaires qui souhaitent faire des travaux. Ensuite, on a également un propriétaire et celle-là, après, on va dire à chaque fois, ouais, Anthony, tu t'énerves, tu t'énerves. Un propriétaire dont le logement est squatté à Marseille, débouté par la justice. Quelle belle justice. À Marseille, un propriétaire fait face à un squatteur dans sa résidence secondaire. Il a porté plainte, mais la justice ne lui a pas donné gain de cause faute de preuves. Alors que Robert Deleda pensait que l'histoire se réglerait rapidement à la justice, il faut savoir que cette justice l'a débouté. En effet, la justice explique qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve sur la violation du domicile. Il a pourtant tenté de prouver que le logement lui appartenait bel et bien et que les serrures avaient été changées par les nouveaux habitants. Le Marseillais décide d'aller en appel. Écoutez, monsieur Deleda, je vous souhaite bien du courage. Et on finit avec la dernière actualité, et celle-là, c'est la cerise sur le gâteau. Écoutez cette info. L'Elysée est une passoire thermique malgré les travaux entrepris. Énorme. En 2017, le candidat Macron a promis de supprimer les passoires thermiques, mais en 2021, le chef de l'État vit dans un bâtiment loin d'être exemplaire. Entre 2018 et 2020, la consommation énergétique de l'Elysée a grimpé de plus de 8%. Les émissions de gaz à effet de serre correspondent à une étiquette F. Il serait temps que l'Elysée et ses dépendances ne soient plus des passoires thermiques, sinon l'État propriétaire ne pourra même plus les louer conformément à la loi du gouvernement Castex qui interdit à un propriétaire de mettre en location une passoire thermique. Là, elle est énorme. Elle est énorme. Alors
on peut le prendre un peu comment dire, sur le ton de la rigolade. Par contre, je trouve juste pas ça normal, parce que c'est vrai que, bon, ok, passoire thermique et compagnie. Par contre, là, on est clairement sur un bâtiment de France. On est sur un bâtiment qui a de l'histoire. Euh, je suis pas sûr que remettre en état, je sais pas combien ils ont fait de travaux, mais à un moment, ça reste quand même enfin, je sais pas, c'est un patrimoine, tu vois. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire une exception pour ce type de bâtiment? Je sais pas. Je sais pas. Voilà les amis, c'était l'actualité de la semaine. On va donc passer comme chaque semaine aux questions de la semaine. Je n'ai pris que une et je vais commencer tout de suite par autre chose, mais je reçois des messages. Les amis, c'est pas contre vous vraiment, mais toutes les personnes qui me contactent pour me demander je suis en recherche de financement, je recherche un prêt, etc., etc. Je suis désolé, mais je ne fais pas de recommandations. Euh, Sincèrement, j'ai pas de solution à vous apporter. Tout va dépendre de votre relation avec votre banque. Je peux pas vous donner mon banquier ou mes banquiers qui me suivent, tout simplement parce que déjà j'ai du backup chez eux. Il y a un jeu de contrepartie, etc., etc. Je suis pas tout nouveau client, hein, c'est des banques que j'y suis depuis maintenant quelques années. Et les prêts qu'ils pourraient me faire à moi, je suis pas sûr qu'ils vous les feraient à vous, vous voyez, sans vouloir paraître hautain, mais voilà, il y a une question de réciprocité avec la banque où voilà, il y a un lien qui s'est créé et je peux pas faire de recommandations comme ça, je peux pas vous donner le numéro de mon banquier, etc., etc. Donc je suis désolé et si vous pouvez éviter de me demander des recommandations, parce que déjà ça, j'aime pas vous dire non. Et malheureusement, je suis d'aucune utilité dans ce cas-là. Après, par contre, si vous vous êtes intéressé, le seul endroit où je peux vous orienter, c'est sur un groupe Facebook. Il me semble qu'il y a un courtier qui est spécialisé pour les investisseurs. C'est mon partenaire bancaire. Allez faire un tour et prenez contact avec eux. Je sais que c'est des bons gros investisseurs. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Je le rappelle, mon partenaire bancaire. Voilà. La question de la semaine du coup. Question. Quel recours contre un artisan payé qui n'a pas tout à fait fini ses travaux? Il ne répond ni aux appels, ni aux messages. Je sais. Oui, je sais, jamais payer avant. Oui, je sais, ne jamais payer avant quoi que ce soit. Euh, Attendez les amis, parce que j'ai pas trop. J'aurais dû relire avant. Quel recours contre un artisan payé qui n'a pas fini tout à fait les travaux? Il ne répond ni aux appels ni aux messages. Oui, je sais de ne jamais payer avant quoi que ce soit fait, mais j'étais loin d'imaginer que ce serait son style. Merci pour ta réponse. Alors, de ce que je comprends, tu as payé un artisan full à 100% et il n'a pas fini les travaux. Alors déjà, la première chose que je peux te dire, c'est de ne pas tout payer. Enfin, maintenant, voilà, hein, les erreurs sont là aussi pour que tu apprennes. On ne paye pas un artisan à 100% parce que déjà, tout simplement, le fait de payer tout le chantier d'un coup, t'atteste que les travaux sont finis, ils sont OK. Euh, il me semble que je vous l'ai dit j'ai parlé des travaux, on paye par tranche et on libère les travaux, le montant des travaux par tranche. C'est-à-dire qu'il a fini, on peut donner un acompte de 30% pour lui au moins financer tout ce qui est matériaux et compagnie. Une fois que vous voyez que bah, il a bien avancé, qu'on est à 50-60% du chantier, on débloque encore 30% et on garde 30% à la réception du chantier. Ça permet d'éviter en fait ces situations. Maintenant, quel conseil je peux te donner? Clairement, euh, je ne sais pas si c'est un professionnel qui a un local, va le voir sur place, continue de l'appeler, continue de lui envoyer des messages. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux contacter son assurance décennale pour lui dire que, même s'ils n'ont pas vraiment une grosse action dessus, lui faire mauvaise pub, tu vois, leur montrer que leur client, c'est pas quelqu'un de réglo. Tu peux faire des courriers avec accusé de réception.
Tu peux aller, maintenant tu sais, tous les professionnels, ils ont tous une page Facebook ou une page Google. Bah, mauvaise pub dessus pour essayer d'éviter que d'autres personnes tombent dans ces griffes, si on peut dire. Après, j'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Lâche pas, franchement, lâche pas. Après, bon, je sais pas, il en est où au niveau du chantier, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais après, ça sert à rien de te bloquer non plus 6 mois pour changer de robinet, tu vois. Mais ouais, teste ça, continue de la, appelle-le, envoie-lui des messages, va sur place. Si t'arrives à choper son adresse personnelle, etc. Enfin voilà quoi. C'est ce que je peux te répondre. En tout cas, courage à toi, l'ami. Voilà les amis, on a fini les questions de la semaine. J'ai pas eu trop de questions, donc n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, mais vous pouvez me contacter sur Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez me contacter, vous pouvez partager le podcast aussi, c'est hyper important. Déjà, ça me fait de la visibilité. Il y a eu un petit rebond d'écoute la semaine dernière, ça fait plaisir. Donc pareil, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas. Vous pouvez même mettre un petit commentaire si vous écoutez sur un iPhone. Allez dans l'Apple Podcast, mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui les amis, de quoi on va parler? Alors, j'ai décidé de parler des finances personnelles. On va parler en fait tout simplement de la gestion de l'argent. Parce que pour moi c'est un sujet important. Je vais illustrer ça avec un peu ma propre situation pour imager. Et on va voir en fait comment une bonne gestion des finances permettent de devenir plus riche. Alors déjà, premièrement, je suis pas conseiller bancaire, je suis pas financier, je suis pas conseiller financier, etc. Je suis juste un mec qui a réussi, enfin, je me considère quand même comme quelqu'un qui arrive à avoir une bonne gestion financière. Je comprends un peu les flux monétaires, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment un sujet hyper important et pourtant qui est totalement laissé à l'abandon dans l'éducation qu'on reçoit en général, à part une petite poignée de personnes. Mais que ce soit la famille ou que ce soit l'école, j'ai jamais eu d'éducation financière. Mes parents ne m'ont jamais éduqué sur l'argent. Et c'est vrai que bah, c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Perso, maintenant, tu vois, j'ai quand même une certaine liberté à parler d'argent. Et j'arrive, à force, tu vois, je me suis habitué et j'arrive vraiment à gérer des flux pour bien les réguler. Je sais où va mon argent, combien me rapporte mon argent, dans combien de temps je dois faire ci, je dois faire ça, etc. etc. Et c'est pareil aussi pour l'école. Jamais j'ai eu un cours pour m'expliquer le fonctionnement de l'argent ou le fonctionnement de l'investissement. Donc pour moi, ce podcast, il a vraiment sa place. Tu vois, c'est quand même quelque chose qu'on doit parler, expliquer aux gens, etc. Parce que tu vas voir, hein, je vais te donner des exemples après, mais c'est pas inné chez tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment il y a des gens qui ont vraiment une difficulté avec la gestion de l'argent. Et donc je te disais, moi je me considère un peu comme franchement un bon gestionnaire niveau finance. Et la magie du système en fait fait que plus tu avances dans ta gestion financière et les investissements, et plus tu gères des flux financiers qui commencent à être de plus en plus importants. Et moi, je te rappelle, hein, j'ai bossé au McDo. J'ai pas eu des grosses sommes quand j'ai commencé. Quand j'avais la vingtaine, franchement, je devais avoir genre 3000 ou 4000 balles sur mon compte. Et genre, pour moi, j'étais déjà le roi du pétrole parce que j'avais réussi à économiser 3000 balles. Et à tel point, tu imagines que lorsque ma mère est décédée, eh ben, j'ai quand même eu de la peine à payer l'enterrement de ma mère, tu vois. C'est quand même ouf. Et par exemple, j'ai dû attendre, tu vois, j'ai dû attendre, il me semble, presque un an avant de lui offrir une sépulture décente. C'est-à-dire qu'avant, déjà, alors, c'était un caveau. Le caveau, c'est pas un truc de fou, tu vois. On a dû payer ça dans les 800 ou 900 balles. Et par contre, si tu voulais mettre du marbre, mon pote, c'est un sacré business, hein. Le prix de la tombe en marbre, ça coûte bien 3 000 à 4 000 balles en fonction du marbre que tu prends. Et encore, alors t'as moins cher, ok, mais je voulais quand même mettre quelque chose de propre.
et tu as beaucoup plus cher, si tu as les moyens, écoute, n'hésite pas. Mais voilà, tu vois, comme quoi que dans la vingtaine, 3-4 000 balles, bah, j'ai galéré dans cette situation-là. Et c'est une situation qui peut arriver à tout le monde, hein. Là, je te parle du décès de ma mère parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mais tu peux l'avoir pour plein de choses. Demain, tu as un accident, tu plus de voiture, tu dois acheter une voiture, t'as pas d'argent de côté, tu fais comment? Tu fais un crédit, tu vas faire un crédit conso pour acheter ta voiture. Est-ce que c'est la solution? Tu sais, ça me fait penser à Orelsan. Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles maintenant pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. C'est exactement ça. Exactement. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que comment dire, je vais essayer d'expliquer un peu comment j'ai fait et j'ai mis ça sous quelques points. Le premier point que j'ai mis en place pour avoir une gestion saine de l'argent, ça a été de faire un état des comptes. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire de faire quelque chose. Moi, j'ai vrillé. Quand j'ai fait ce truc, j'ai pété un plomb et je me suis dit vraiment, l'argent, ça s'envole comme pas possible. Faites un total, avant de faire l'état de vos comptes, faites un total des sommes que vous avez générées depuis que vous travaillez. Vous allez voir que c'est énorme ce que vous avez généré en travaillant. Et je suis sûr qu'il n'y a même pas la moitié sur votre compte. Il n'y a même pas la moitié de tout ce que vous avez généré depuis que vous travaillez. Vous n'avez même pas la moitié sur ce qui reste sur votre compte. J'en suis persuadé. Et je te jure, quand moi j'ai fait ce test, je me suis dit non mais attends, jamais de la vie je pensais avoir généré autant. Alors je vais dire des chiffres fictifs parce que je me souviens plus, mais genre je devais avoir généré allez, dans la vingtaine, peut-être allez, 50 000 euros. 50 000 euros et j'avais genre 3 000 balles sur mon compte. Alors que je me pensais genre économe un peu. Et ça m'a fait aussi le petit déclic. Donc, la première étape pour mettre en place tout le système, il y a pas 1000 solutions. Déjà, premièrement, il va falloir commencer par un état de vos comptes. Et comment on fait cet état, ce contrôle au niveau des comptes? Bah, c'est tout simple. Vous prenez tous vos revenus annuels, toutes vos dépenses, et là c'est simple en fait, hein. Ça peut paraître compliqué, mais vous prenez tous vos relevés de compte. Tous vos relevés de compte sur un an. Vous faites de janvier à décembre. Vous faites le total de tous vos revenus, le total de toutes vos dépenses, vos emprunts, les revenus actifs, les revenus passifs, tout ce que vous avez. Et à partir de là, en fait, tu vas avoir une vision claire de ta situation. Et normalement, hein, sauf si tu es vraiment avancé, mais ça va te faire déjà un petit déclic. Tu vas dire, tu vois, par exemple, tu gagnes 24 000 euros à l'année et tu te rends compte que bah, sur un an, au bout d'un an, il te reste que 1000 balles. Bah, tu vois que là, déjà, il y a un souci. 24 000 euros, tu as réussi à économiser 1000 balles sur un an. Là, il y a clairement un problème. Donc, la première étape, vraiment, c'est de faire un état de vos comptes. La deuxième étape, ça va être de définir un objectif court, moyen et long terme. Je vais te donner un petit exemple pour que tu arrives un peu à t'orienter. Un objectif court terme, ça serait par exemple de rembourser ton crédit conso. Un objectif moyen terme, ça serait par exemple d'acheter ta résidence principale d'ici 5 ans. L'objectif long terme, allez, on est dingue, ça va être d'arrêter de travailler. Ton objectif ultime, arrêter de travailler. Et en fait, à partir de là, tu vas chiffrer. Tu vas mettre sur chaque objectif des chiffres. Par exemple, pour le crédit conso, ça va être assez simple, hein. Ça va être le montant que tu dois. Pour tes RP, voilà, tu t'es dit acheter une RP à 100 000. Ok? Tu vas faire un prêt. Tu vas dire que bah, voilà, 100 000 euros, ça va faire du 500. Combien je devrais mettre un peu de côté pour mettre par exemple l'apport? Ensuite, objectif long terme, on avait dit la liberté. La liberté, pour toi, c'est quoi? 1000, 2000, 3000 euros. Voilà, euh, tout va dépendre vraiment de ta situation. Et en fait, en faisant cela, normalement, tu vois, déjà, ça va te paraître déjà moins abstrait, moins distant avec toi. Donc, première étape, faire un état de vos comptes. Deuxième étape, se définir des objectifs. Et à partir de là, le plus gros
du travail va être fait ici. Ça va être la chasse à la dépense. Tu vas prendre tous tes comptes, tu vas faire un état sur tous tes abonnements, tout ce que tu as, les prélèvements, etc., etc. On ne se rend pas compte, mais franchement, on peut économiser énormément, surtout au début où en fait c'est nécessaire. Je te prends mon exemple perso. Moi j'avais un abonnement de téléphone qui me coûtait 40 balles par mois. Maintenant il me coûte 20 balles. Et encore, 20 balles c'est déjà cher, entre guillemets. Et c'est parce que moi j'ai besoin une option Europe. Et il n'y a pas moins cher que 20 balles. Pareil, si vous recevez, tu sais, on reçoit souvent des appels de fournisseurs internet, etc., etc. Et un jour, donc moi je suis chez Orange, un jour je reçois un appel de chez Orange qui me demande si ça va, est-ce que, en gros, parce qu'ils se font chasser leurs clients et compagnie, tu vois. Et moi, franchement, je suis très satisfait de chez Orange. Et au culot, hein, vraiment au culot, je lui dis oui, je suis très satisfait. Par contre, c'est vrai que si on pourrait diminuer un peu le prix, ça serait encore mieux. Eh ben, ni une ni deux, j'ai eu une réduction de 10 euros sur mon tarif mensuel. Juste en demandant. Juste en demandant. Et franchement, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Donc, première étape, faire un état de tous ces abonnements, les prélèvements. Tu sais, moi, ma conjointe avait des prélèvements. Tu sais, quand tu achètes dans des magasins, quand tu achètes dans des magasins des produits high-tech et compagnie, souvent ils arrivent à te glisser une petite assurance. Et tu sais, c'est le genre de choses clairement qu'elle fait pas attention. Et que bon nombre de personnes ne font pas attention. Et moi, en regardant ces comptes, je vois des 2 balles par-ci, 2 balles par-ci, 2 balles par-là, etc., etc. Et cetera. Et je fais le compte, hein, depuis qu'elle avait ça. Franchement, on était bien à 500, 600 balles. Je me dis, attends, c'est quand même énorme. Je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, bah, je sais pas, je crois que c'est quand j'ai acheté ça, ça, ça. Je dis, non, mais attends, t'imagines que, par exemple, la télé, tu l'as plus depuis 4 ans et tu continues à payer une assurance sur une télé que t'as plus. Donc, faut faire attention, il y a vraiment plein de petites choses comme ça que, euh, on peut chasser, retirer des frais. Et petit à petit, en fait, tu vois, 2 balles par-ci, 10 balles par-là, etc. Et bah, ça fait 100 balles. Et c'est 100 balles que tu vas pouvoir mettre sur le côté. Ensuite, deuxième gros point de dépense qu'on peut essayer de diminuer, c'est ce qui pèse le plus dans les ménages français, c'est le logement. Le logement. Est-ce que votre logement est adapté pour votre besoin? Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vivre dans un studio de 15 mètres carrés pour économiser 200 balles parce que c'est mieux comme ça, etc. Non, mais en fait, imaginons que vous habitez un T3 que tu payes 800 balles, tu es célibataire. Est-ce qu'il y a peut-être pas mieux à faire? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un T3 alors que tu es célibataire? Que t'as pas de copine? Je pense pas. Reprends un T2. Ton T2 va te coûter peut-être, allez, 500, 600 balles. Bah, c'est déjà ça d'économiser. Tu vois, il y a pas de petite économie. Alors après, là, je raisonne en tant que locataire. Mais maintenant, si vous êtes propriétaire et que vous êtes en attente d'une grosse plus-value, ou d'une plus-value déjà, c'est ok. C'est ok. Si tu sais que, bah, effectivement, tu rembourses. Déjà, il y a le double effet qui se coule dans le fait d'être propriétaire, c'est que tu rembourses du capital, une somme que tu vas revoir le jour où tu vends. Mais il y a aussi le deuxième effet qui est la plus-value. Si tu as bien acheté, que tu as fait des petits travaux et compagnie, normalement tu devrais revendre un peu, voire beaucoup plus cher que ce que tu l'as acheté. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut paraître, ça peut être ok de payer un crédit qui te coûte peut-être légèrement plus cher que ce que tu louerais dans ta ville, en gros. Ensuite, moi comment je raisonne, c'est que je me fixe un petit budget plaisir par mois. C'est-à-dire que je vis comme si j'avais 1500 euros de revenus. Sur mes 1500 euros de revenus, j'ai un budget de 300 euros par mois pour mes plaisirs. Alors quand je dis plaisir, c'est resto, c'est des achats de livres, des sorties, cinéma, etc., etc. Ok? 300 balles par mois,
moi, dans mon cas, je trouve ça raisonnable. Euh, 300 euros, c'est quand même 300 balles, tu vois. T'as de quoi faire. Tu peux sortir 2 fois au resto, acheter un livre, tu peux aller au ciné. T'es large quand même, t'es assez large. Donc moi, comment je fonctionne? Je reçois mes revenus sur Revolut. Déjà, tout ce qui est au-dessus de 1500, ça dégage. C'est une somme que je ne touche jamais, qui est directement placée. Je vis avec 1500, c'est le après avoir fait mon état des comptes, c'est clairement le budget nécessaire avec le budget plaisir que j'ai besoin pour vivre, pour être à l'équilibre. Alors, moi j'envoie tout mon salaire sur Revolut. À partir de là, j'ai à peu près, grosso modo, 1200 euros de charge. Les 1200 euros de charge partent, il me reste 300 euros de budget plaisir. Ce budget, je l'utilise pour me faire plaisir, comme c'est le but. Et comme ça, en fait, tout simplement, je ne contamine pas mon compte principal. Et une fois qu'il n'y a plus d'argent, eh ben, il n'y a plus d'argent. C'est fini. Je ne suis pas là à refaire un virement, histoire de dire, ah bah ça, je le veux. Non, comment je raisonne? Si je veux vraiment quelque chose, j'attends. J'attends et une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, je retourne voir ce truc que je veux. S'il me fait toujours kiffer, je le veux toujours, dans ce cas-là, je vais l'acheter. Par contre, si c'était un peu une petite folie passagère, bah non, je ne le prends pas. Je le prends pas. Donc vraiment, chasse à la dépense, on fait attention à tous ces frais qu'on a sur les comptes, ces petits frais cachés, ces abonnements, les prélèvements, le logement, si on peut diminuer sur la charge logement, on dénigre pas non plus le confort, mais si on peut faire un petit compromis, on se fixe un budget plaisir qu'on ne dépasse pas, et tout le reste sur le côté. Maintenant, tu vas me dire, ouais, ok, Anthony, bon, il faut peut-être un gros salaire, etc., etc. Moi, je gagne 1002. Ok, et dans ce cas-là, la prochaine étape, elle est pour toi. Elle est pour toi tout simplement parce que si tu n'arrives pas à économiser, mon ami, prends le problème dans l'autre sens, augmente tes revenus. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Je sais pas, il y a plein de solutions. C'est pas. Tu sais, déjà, alors déjà, tu peux ouvrir un business genre Vinted. Tu professionnalises le truc, c'est-à-dire que tu achètes des gros lots que tu revends à la découpe, si on peut dire. Tu achètes des gros lots, je sais pas, tu achètes genre 100 balles de fringues qui sont potentiellement en assez bon état hein, quand même. Tu achètes en gros et puis tu revends pièces. Effectivement, ça va te demander du temps, ça va te demander de la logistique, ça va te demander d'aller à la poste pour envoyer tous tes colis, etc., etc. Mais par contre, on n'a rien sans rien. Tu veux augmenter tes revenus, tu es obligé d'y consacrer du temps. Tu veux mettre plus de côté, il faut que tu bosses plus. Il y a pas de solution miracle. Donc tu peux faire un business type Vinted. Moi je sais que Vinted, il y a des gens qui brassent. Je te jure qu'il y a des gens qui brassent de l'argent. Parce que peut-être que tu vois la petite fringue à 1 balle, 2 balles. Et sur Vinted, tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Il y a des gens qui vendent des affaires neuves, euh, des produits usagés qui vendent ça à 15 balles. Énorme. Tu peux faire de l'argent sur Vinted. Ensuite, tu peux faire de la revente sur le bon coin. Ensuite, bah, si tu as peur de faire tout ça, t'as pas envie de te prendre la tête, eh ben mec, fais des heures sup. Trouve-toi un deuxième boulot. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là. Je te rappelle que quand je bossais au McDo, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant le jour et je bossais de 18h à minuit des fois. Et je reprenais le matin à 7h. Et je prenais le train pour aller à la fac et compagnie. Donc on n'a rien sans rien. Euh, Ensuite, une fois que tu as mis ces choses en place, augmenter de ses revenus, ça va aussi passer par la case investir. Parce que automatiquement, si tu investis, bah, tu vas voir, hein, c'est un point qu'on va développer un peu plus bas, mais une fois que tu vas commencer à investir, automatiquement, si tu investis bien, tu vas commencer à générer des revenus supplémentaires. Donc ça, c'était
Le quatrième point, c'est augmenter ses revenus. On va passer au cinquième point, et là, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système, c'est épargner. Et épargner, déjà, il faut épargner en début de mois. Tu reçois ton salaire, tu épargnes. Tu épargnes parce que si tu fais ça en fin de mois, jamais tu vas épargner. Jamais tu vas. Le mieux, c'est de faire un virement automatique sur tes comptes de côté. T'as ton virement, je sais pas, je te dis une bêtise, mais tu t'es payé le 1, et ben le 2 ou le 3, tu fais un virement automatique pour mettre X de côté. Et tu dois définir une somme et surtout, tu dois t'y tenir. Tu dois t'y tenir, c'est vraiment important. Maintenant, tu vas me dire combien épargner, Anthony? Ouais, bah alors déjà, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de vérité vraie. On dit souvent 10%, mais on peut plus. Franchement, on peut plus. 10%, c'est vraiment le minimum du minimum. Parce que tu gagnes, tu gagnes 1200, 10% c'est 120 balles. 120 balles, franchement, je vais pas te mentir, mais 120 balles, au bout d'un an, t'as quoi? T'as 2000, non, t'as 1000, 1400, ouais, on va dire 1500, 1500 euros de côté. On va pas se mentir, avec 1500 euros de côté, tu vas pas aller loin. La moindre merde, ça y est, t'es dedans. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre que 1200, c'est compliqué, effectivement. Mais dans ce cas-là, augmente tes revenus. J'arrête pas de répéter à travers ce podcast, mais si tu le fais pas pour toi, il y a personne qui va venir te prendre par la main pour te dire allez, bouge ton cul. Personne. Donc je te dis, il n'y a pas de vérité vraie, on dit 10%, mais en fait tout va dépendre clairement en fait, de ton salaire. Plus ton salaire il va être élevé, plus tu vas pouvoir mettre, et c'est même pas pouvoir, tu vas devoir mettre de côté. Par exemple, si tu gagnes 1500, ok, mais 200, 300 balles, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, tu me dis, tu gagnes 3000 et tu mets 500 balles de côté, c'est nul. C'est nul. Ça veut dire que t'as pas le petit truc. Parce que gagner 3000 balles et juste mettre 500 euros de côté, je suis désolé, on est en France, le SMIC il est à 1200. Allez, je dis pas que tu vis avec 1002, mais 1005, tu vis quand même. Avec 1005, tu vis. Donc la personne qui gagne 3000, alors après, attention, je fais une généralité, t'habites à Paris et compagnie, je peux comprendre. Mais par contre, prenons une ville standard, tu gagnes 3000 balles de côté, enfin tu gagnes 3000, tu me mets minimum 1500 euros de côté. Minimum. Tu vis comme si tu gagnais 1500 et c'est tout. Ensuite, on va parler aussi de l'épargne de précaution. En général, on parle de allez, 6 fois la somme des revenus. C'est une généralité. C'est vrai que comment dire, c'est une somme en fait qui est là pour prévenir le jour où tu as, un pépin. 6 mois de revenus, moi je trouve ça déjà très correct. Encore une fois, ça va être en fonction de ton salaire parce que tu gagnes 3000, tu vas pas mettre 18 000 balles de côté. Ça sert à rien. Tu vas monopoliser de l'argent sur tes comptes pour rien. Tu vas perdre de l'argent en plus parce que en général on met sur le livret A. Le livret A, je te rappelle, mais quand tu mets de l'argent sur le livret A, avec l'inflation, tu perds de l'argent tous les mois. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Je sais pas, mais tu vois, par exemple, allez, si on se met un petit 6 000, 8 000 euros, 8 000 euros de côté qui est là disponible, que tu peux prendre directement si tu as un pépin, c'est ok. Au-dessus, je suis pas sûr que ce soit utile. Pardon. Une fois qu'on a mis ce montant de côté, le reste, on l'investit. On investit le reste, c'est-à-dire que je veux pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent sur tes comptes pour faire beau. Ça sert à rien. À moins que voilà, tu aies un objectif derrière, tu as besoin de montrer que tu capitalises pour faire des investissements, etc. Ok. Mais par contre, aligner les zéros sur ton livret A, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu me mets, allez, franchement, si t'as peur, si t'es quelqu'un qui a peur, tu mets 10 000 balles sur ton compte. Et vraiment, c'est vraiment si t'as peur, hein. Tu mets 10 000 balles sur ton compte et le reste, tu m'investis tout ça. Quel type d'investissement? Bourse, ETF, crypto. Crypto, les amis. Je sais que c'est encore quelque chose qui est pas assez, qui est un peu obscur, si on peut dire. Mais par contre,
mets 100 balles, je sais pas, mets au moins 100 balles. 100 balles tous les mois, tu fais un DCA sur une crypto, sur une valeur entre guillemets sûre, d'accord? Et tu laisses couler. Pareil pour les ETF, DCA. Pop, tu poses, tu poses, tu poses. Après, je te dis pas de faire un all-in sur une crypto, tu vois, va pas faire all-in sur le Shiba. Tu vois le truc? On garde des précautions. Mais en fait, le problème, c'est que il faut bien diversifier parce que tu es soumis aux aléas du marché. Si l'immobilier vient à chuter, il est rare que tout le reste euh, crache en même temps, tu vois. Souvent, ça joue sur différents leviers. Et comment dire, le, le meilleur moyen de sécuriser sa position, c'est de diversifier ses investissements. Donc, je me suis perdu un petit peu, mais voilà. On met, allez, ouais, c'était ça, 10 000 € de côté, le reste, tu l'investis. Après, voilà, hein, ça va être en fonction de ta situation. Ça va être, par exemple, si tu es un investisseur et que tu as X biens sous ta gestion, bah, c'est pas déconnant d'avoir peut-être un peu plus que 10 000 balles. Peut-être avoir 6 mois de loyer en plus. Et après, basta, hein, tu vas pas me faire ça sur chaque appartement. Parce que sinon, ton livret A, un jour, il sera à 100 000 balles. Et je te le souhaite. Mais voilà, c'est pas déconnant d'avoir peut-être un peu plus. Et donc, ça, c'était la cinquième étape, épargner. Et la sixième étape, c'est l'investissement. L'investissement. Et c'est là que tout le système prend forme. C'est là que la magie opère. Et je vais te donner mon exemple. Avant, quand j'ai commencé, si je mettais 100 balles, c'était bien. Après, petit à petit, j'ai réussi à mettre 300. Et puis 500 € de côté. Et puis, à un moment, en fait, grâce à l'investissement immobilier, parce que c'est par là que j'ai commencé, grâce à l'investissement immobilier, j'ai réussi direct, d'un mois sur l'autre, à mettre 3 voire 4 fois plus de côté. Et t'as pas besoin d'avoir 10 lots, 20 lots pour commencer à générer de l'argent. Déjà, avec un simple appartement, tu arrives à générer plus de cash que ce que tu avais avant. Et c'est normal. Après, je te donne juste un exemple, mais tu fais juste un différé de prêt avec des travaux. Tu prends un différé de prêt partiel pendant 2 ans. Imaginons que ta location, elle se loue 600 balles par mois. Et ben, au bout de 2 ans, tu as généré 14 400 € de loyer. Tu décaisses un petit peu les intérêts que tu vas payer, mais en gros, allez, 10 000. On va prendre 10 000 balles. Sur 2 ans, tu as 10 000 balles qui se sont ajoutées. Alors, bien sûr, c'est pas du capital que tu as remboursé, compagnie. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais par contre, voilà, sur 2 ans, tu as généré 10 000 € en plus de tout ce que tu allais mettre de côté. Donc, c'est pas négligeable. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que plus tu investis et plus tu commences à générer des flux qui sont de plus en plus importants. Et c'est clairement la courbe de l'investissement. Au début, tu galères, tu galères, tu galères. On est obligé de passer par ces étapes de faire attention à ses comptes, euh, épargner, faire attention à ses dépenses, réduire son train de vie, etc., etc. Et puis à un moment, en fait, la courbe de l'investissement, elle est exponentielle. Au début, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Et bam, sans t'en rendre compte, ça explose. Ça monte lentement, lentement, et un jour, ça explose. Et sans t'en rendre compte en plus, c'est ça le pire. Et je vais vous donner un peu ce que vous pouvez me dire, ouais, Anthony, c'est bien beau, tout ça c'est sur le papier, c'est ouais, ok. Je vais te donner un exemple de quelqu'un de mon entourage, que je ne citerai pas le nom parce que elle n'a pas voulu que je la cite, elle voulait pas être associée à ça, mais voilà, cette personne, elle était dans une situation précaire au niveau financier. Vraiment, on était sur il me semble, dans les 15 000 balles de dette, crédit revolving, etc., etc. Enfin, tu vois, la totale, la totale. Elle avait un découvert chaque mois de 1 500 € tous les mois. Et tous les mois, ça se creusait. Tous les mois. Elle gagnait un salaire, elle avait un salaire de, dans ce temps-là, 1 600, 1 800 € à peu près. Et bah dis-toi que ça lui suffisait même plus pour vivre. Pourtant, 1 600, 1 800, c'est pas folichon,
mais t'as quand même assez pour vivre en France, tu vois. Eh ben non, elle galérait tous les mois à découvert. Tout simplement parce que le découvert, déjà, c'est un truc qui devrait même pas être autorisé. Ça devrait même pas être autorisé, le découvert. Parce qu'elle avait 1500 balles de découvert, elle recevait son salaire de 1600, bam, il lui restait déjà 6, il lui restait 100 ou 200 balles pour faire son mois. Le truc, c'est ce truc-là, ça t'aspire dans le mal, clairement. Donc, déjà, les amis, si vous écoutez ce podcast, je ne veux pas de personnes qui vivent avec un découvert. C'est mauvais bail, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Eh ben, cette personne, en suivant mes conseils, avec de temps en temps quelques petites tapes sur les doigts, hein, pour remettre les choses dans le droit chemin, eh ben, elle a réussi à s'en sortir tout seul en moins de 2 ans. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, elle doit avoir dans les 10 000 € de côté. Et elle va commencer à investir. Donc clairement, avec un peu d'aide, je peux comprendre que la gestion d'argent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est compliqué. Mais avec un peu d'aide, quand on veut, on peut. Donc tournez-vous, si vous êtes dans ce genre de situation, contactez-moi. Prenez contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Parce que je peux comprendre que c'est dur, hein, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Tu t'arrives plus à respirer, je peux le comprendre. Mais par contre, voilà, c'est des situations qui sont vraiment malsaines et tu peux pas continuer de vivre comme ça. Crédit revolving. Et tu vois, cette personne, je lui ai montré un peu au niveau des crédits. Elle payait des taux, c'était des taux assassins. C'était des taux de malade. On était sur du 6, 7, 8%. Elle avait ses élèves et compagnie, compagnie. Et le pire, tu vois, dans tout ça, moi je me souviens très bien. Elle me disait que une fois qu'elle avait tout remboursé ses dettes, t'avais cet élève genre qui l'a contacté pour lui dire ouais bon, je vois qu'on est reparti à zéro. Si vous voulez, on peut vous débloquer tel prêt, ça. Et cette somme, elle est disponible sous 24 heures et compagnie. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, elle reçoit encore des courriers de Cofidis, CTLM et compagnie pour lui proposer des crédits. C'est quand même abusé. On te pousse au vice, hein. C'est un truc de dingue. Donc voilà les amis, quand on veut, on peut. Je peux comprendre qu'on a besoin d'aide des fois pour sortir la tête de l'eau, mais voilà, avec un salaire de 1800 balles, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et après, une fois que la machine est lancée, tu fais un premier investissement, l'investissement te génère des flux financiers en plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sincèrement, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais que la gestion financière, c'est quelque chose qui n'est pas inné. On a besoin d'être guidé un peu, etc. Mais c'est vraiment important et c'est clairement la base de tout investisseur. C'est le minimum requis pour investir, c'est de comprendre tout ça. Où va l'argent? Comment fonctionne l'argent? Et je veux clôturer ce podcast juste par vous rappeler quelque chose. Mais l'argent, c'est juste un moyen. C'est pas une fin en soi. C'est un outil qui a été créé par l'homme. Je vous rappelle, ça n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur. Donc prenez-le vraiment comme un outil, quelque chose que vous devez utiliser pour atteindre vos objectifs. Voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit feedback si vous avez kiffé cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.